Tout le monde regarde, mais personne ne voit. C'est ici que tout commence, dans le silence trompeur d'une nuit de juin. Si vous êtes prêt à franchir les grilles interdites et à toucher du doigt l'histoire qui ne s'écrit pas dans les manuels, je vous invite à rejoindre notre cercle en vous abonnant maintenant et à laisser une trace de votre passage en commentaire, car ce soir, nous entrons dans l'intimité d'une reine qui ne voulait être qu'une femme. La pendule de porcelaine sur la cheminée marque une heure impossible. Il est tard, trop tard pour la décence, trop tôt pour l'apaisement. Dans le petit Trianon, les bougies agonisent. Elles ne sont plus que des flaques de cire tiède, des lueurs tremblantes qui lèchent les murs blancs et or. L'air est lourd, une lourdeur d'orage qui n'éclate pas, une pression atmosphérique qui colle la soie à la peau. Elle est là, debout, immobile. Elle ne porte pas la grande robe à panier. Elle ne porte pas la perruque poudrée qui gratte le cuir chevelu et impose le port de tête d'une idole païenne. Elle porte une robe de Gaulle, cette mousseline blanche, simple, scandaleuse, qui ressemble trop à une chemise de nuit pour les yeux puritains de la cour. Ses cheveux sont dénoués, pas totalement, juste assez pour qu'une mèche blonde, cendrée, tombe sur sa nuque. Elle a chaud, elle passe une main fébrile sur son cou. Elle écoute. Le château de Versailles est une bête qui respire à quelques kilomètres de là. Une bête au milieu, aux 1000 oreilles. Là-bas, on dort, ou on fait semblant. Là-bas, on complote. Ici, au Trianon, le temps semble suspendu, mais c'est une illusion. Le temps ici ne s'arrête pas, il se cache. Il guette. Elle marche vers la fenêtre. Le parquet de chêne craque. Un son unique, sec, comme un coup de feu lointain. Elle se fige. Est-ce lui? Non, c'est le vent dans les marronniers. Pourquoi le cœur bat-il si fort pour un bruit de feuilles? C'est la question qu'elle ne se pose plus. Elle a 28 ans. Elle est reine de France et de Navarre. Elle est mère. Elle est l'épouse du roi très chrétien. Et pourtant, dans cette pièce au rideau tiré, elle n'est qu'une attente. Une attente pure, cristallisée, douloureuse. Elle repense à la journée. Le lever, la toilette publique, les dames d'atour qui se passent sa chemise comme une relique sacrée pendant qu'elle grelotte, nue, attendant que la duchesse, qui a préséance sur la marquise, daigne lui tendre le vêtement. Les regards, toujours les regards, des yeux qui jugent la couleur de son teint, la rondeur de son ventre, la tristesse de son sourire. A-t-elle trop ri? Pas assez? A-t-elle regardé le duc de trop près? A-t-elle dépensé trop d'or pour ses rubans? C'était il y a 12 heures. Une éternité. Maintenant, elle est seule. Enfin, pas tout à fait. Au Trianon, la solitude est un luxe qu'elle s'est acheté au prix de sa réputation. On dit qu'elle y organise des orgies. On dit qu'elle y dépouille le trésor royal pour créer des décors de théâtre. La vérité est plus banale et plus tragique. Elle y cherche de l'air. Elle pousse la porte-fenêtre. L'air de la nuit s'engouffre. Il sent le foin coupé, le jasmin et la terre humide. C'est l'odeur de la liberté, ou ce qui s'en rapproche le plus. Elle sort sur le perron. Les marches de pierre sont froides sous ses souliers de satin. Le jardin anglais s'étend devant elle. Pas de ligne droite ici. Pas de géométrie tyrannique comme chez le roi Soleil. Ici, les sentiers serpentent. Les arbres poussent comme ils le veulent. C'est un désordre savant, une nature qu'on a forcée à avoir l'air sauvage. Comme elle descend. Une marche, 2 marches. L'ombre l'avale. Elle sait qu'il est là. Elle ne le voit pas encore, mais elle le sent. C'est une prescience, une vibration dans le sol. Axel, le comte de Fersen, il est revenu d'Amérique il y a 1 an. Il a vu la guerre. Il a vu le monde changer. Il a vu des hommes mourir pour des idées. Et il est revenu pour elle. Juste pour elle. Où est-ce qu'elle veut croire? Elle s'enfonce dans l'allée sombre qui mène vers le belvédère. Les graviers crissent, trop fort. Chaque pas est une trahison sonore. Elle s'arrête. Elle retient son souffle. Un hibou au loin. C'est un son lugubre, un avertissement. Elle serre son châle contre sa poitrine. A-t-elle peur? Non, ce n'est pas de la peur. C'est du vertige. Le vertige de celle qui marche au bord d'une falaise et qui se demande ce que cela ferait de sauter. Une silhouette se détache d'un bosquet. Il est grand. Même dans l'obscurité, sa carrure est inconfondable. Il ne porte pas les soieries criardes de la cour. Il est en sombre, une redingote simple, militaire. Il ne bouge pas, il attend qu'elle vienne à lui. C'est un jeu dangereux. Si un garde suisse passait par là, si un jardinier insomniaque levait les yeux, il verrait la reine de France marcher seule vers un homme qui n'est pas le roi. Il verrait la trahison prendre cher. Elle accélère. Elle ne court pas, mais son pas perd de sa majesté. Il devient urgent. Ils sont face à face. Il ne s'incline pas. Pas ici, pas maintenant. Il la regarde. Ses yeux sont 2 ombres, mais elle y devine cette intensité scandinave, cette froideur brûlante qu'il a capturée dès le premier bal, il y a 10 ans. 10 ans, une vie entière. Vous êtes venu, murmure-t-il. Sa voix est basse, grave, avec cet accent chantant, à peine perceptible, qui transforme les voyelles françaises en quelque chose de plus rude, de plus solide. Je ne devrais pas, répond-elle. C'est un mensonge. Ils le savent tous les deux. Elle ne pouvait être nulle part ailleurs. Il tend la main. Il ne la touche pas encore. Sa main reste suspendue dans l'air, paume ouverte. Une invitation, une question. Elle regarde cette main. C'est une main qui a tenu des épées, qui a tenu des reines, qui a écrit des lettres codées traversant les océans. C'est une main qui pourrait la perdre. Elle y dépose la sienne. Le contact est électrique.
Pas une étincelle romantique, non. Une décharge de réalité. Sa peau est rugueuse, chaude. La sienne est douce, froide. Le contraste est violent. Il referme ses doigts sur les siens, fermement, comme pour l'empêcher de s'envoler ou de s'effondrer. Il parle, dit-il. À Paris, les pamphlets circulent. Il commence par ça. La réalité, toujours la réalité qui vient gâcher le rêve. Qu'il parle, souffle-t-elle en détournant la tête. Ils n'ont que cela à faire. Ils ont faim de mots sales. Marie, il utilise son prénom. Pas Majesté, pas Madame, Marie. C'est le seul moment de sa journée où elle entend son nom sans titre, sans protocole. C'est un son qui la déshabille plus sûrement qu'un geste. Ne parlons pas d'eux, supplie-t-elle. Pas ce soir. Ce soir, le monde s'arrête aux grilles du Trianon. Il soupire. Il sait que c'est impossible. Il sait que le monde ne s'arrête jamais, qu'il avance, qu'il gronde, qu'il se rapproche. Mais il cède, parce qu'il l'aime, ou parce qu'il sait qu'elle est au bord de la rupture, il marche. Côte à côte, leurs épaules se frôlent. C'est une chorégraphie interdite. À Versailles, on ne touche pas la reine. On ne marche pas à sa hauteur. On reste derrière, à 3 pas. Ici, il est son égal. Pire, il est son guide. Il connaît les chemins de l'ombre mieux qu'elle. Il se dirige vers la grotte. C'est un faux rocher, une construction artificielle conçue pour abriter des secrets. L'entrée est une bouche noire envahie de lierre. C'est un endroit sombre, humide, conçu pour la mélancolie romantique. Mais ce soir, c'est un refuge. À l'intérieur, il fait noir comme dans un tombeau. Seul un ray de lune pénètre par une fissure savamment sculptée, éclairant un banc de mousse. Il s'assoit, pas trop près, il reste un espace entre eux. Un espace rempli de tout ce qu'ils ne peuvent pas dire, de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Elle retire sa main de la sienne pour ajuster son châle. Le froid de la pierre traverse la fine mousseline. « Avez-vous pensé à partir ?» demande-t-elle soudain. La question flotte, incongrue. Repartir ? Pour la guerre ? Pour la Suède ? Pour loin d'ici ? Loin de moi ? Il tourne son visage vers elle. Dans la pénombre, elle voit l'arête de son nez, la ligne sévère de sa mâchoire. « Mon régiment est ici. Ma place est ici. Votre place n'est pas d'être l'ombre d'une reine détestée, Axel. » Elle a dit « détestée » avec une légèreté effrayante. Comme si c'était un titre honorifique. « Je ne sers pas la reine, dit-il avec force. Je sers la femme. La femme n'existe plus, Axel. Ils l'ont tuée, ils l'ont étouffée sous les diamants et les dettes. Il ne reste que l'Autrichienne. La dépendière. » Sa voix se brise. Juste une fraction de seconde. Elle se reprend immédiatement. Une reine ne pleure pas. Surtout pas devant un homme qu'elle ne peut pas avoir. Il se penche vers elle. Il envahit son espace vital. Elle sent son odeur, cuir, tabac et cette senteur indéfinissable de vent. « Regardez-moi, ordonne-t-il. » Elle lève les yeux. Je vois celle qui rit au milieu des tempêtes. Je vois celle qui ose construire un village paysan dans son jardin pour se souvenir de la simplicité. Je vois celle qui m'écrit des lettres à 3 heures du matin quand le palais dort. Des lettres que vous brûlez, j'espère. Toujours. Le mot tombe comme un couperet. Astérisque toujours astérisque. C'est la condition de leur amour. L'effacement, tout ce qu'ils vivent doit disparaître. Chaque lettre, chaque regard, chaque toucher doit être effacé de l'histoire pour qu'elle puisse survivre. Ils construisent un monument invisible. Il prend son visage entre ses mains. Ses pouces caressent ses pommettes. La peau est brûlante. Je ne partirai pas, dit-il. Tant que vous serez en danger, je resterai. En danger ? Elle rit, un rire nerveux, cristallin, qui résonne étrangement sous la voûte de pierre. Je suis la reine de France. Qui oserait me toucher ? Il ne répond pas. Il ne rit pas. Il a vu l'Amérique. Il a vu des statues de rois jetées à terre et fondues pour faire des balles de mousquet. Il sait ce que la colère du peuple peut faire. Il sait que les couronnes ne sont que du métal et que les têtes sont fragiles. Il a peur pour elle. Une peur viscérale, animale, qu'il ne peut pas nommer. Il approche son visage du sien. Leur souffle se mêle. C'est le moment où tout bascule. Le moment où la loyauté envers le roi devrait dresser un mur infranchissable. Mais le roi est loin. Le roi est à la chasse, ou en train de démonter une serrure dans son atelier, obsédé par la mécanique des choses, aveugle à la mécanique des cœurs. Axel l'embrasse. Ce n'est pas un baiser de théâtre. Ce n'est pas gracieux, c'est affamé, c'est désespéré, c'est un baiser qui a le goût des adieux et des retrouvailles impossibles. Elle s'accroche à ses épaules. Ses doigts s'enfoncent dans le tissu rêche de sa redingote. Elle veut se fondre en lui, disparaître dans son ombre, devenir anonyme. Pendant quelques secondes, elle n'est plus Marie-Antoinette. Elle n'est plus l'Autrichienne. Elle est juste une femme aimée dans le noir. Il se recule brusquement. Elle vacille, privée de son appui. « Quoi » murmure-t-elle, étourdie. Il lève un doigt pour lui intimer le silence. Il tourne la tête vers l'entrée de la grotte. Tout son corps est tendu, comme un arc prêt à rompre. Chut, elle écoute. Rien. Juste le ruissellement artificiel de la petite cascade à l'extérieur. « Axel, j'ai entendu marcher » souffletait-il. Le sang de Marie se glace. Si on les trouve ici, ce n'est pas seulement un scandale. C'est une arme politique. Le cardinal de Rohan cherche n'importe quel prétexte pour l'approcher ou la détruire. La cour regorge d'ennemis qui n'attendent qu'un faux pas. Et là, dans cette grotte, ce n'est pas un faux pas. C'est une chute.
Il n'y a personne, tente-t-elle de rassurer, mais sa voix tremble. Les gardes ne viennent jamais jusqu'ici la nuit. J'ai donné l'ordre. Les ordres se contournent, Marie. Surtout quand l'or change de main. Il se lève. Il redevient le soldat, le comte de Fersen. Il vérifie l'ajustement de son épée. Un geste réflexe, inutile contre des rumeurs, mais rassurant pour un homme d'action. Restez ici, dit-il, dans l'ombre. Ne bougez pas, ne me laissez pas seul. Je dois vérifier. Il glisse vers la sortie, silencieux comme un chat. Elle le regarde s'éloigner, sa silhouette se découpant un instant contre la clarté lunaire avant de disparaître dehors. Elle reste seule sur le banc de pierre. Le froid l'envahit à nouveau. Plus mordant cette fois, la magie du baiser s'est évaporée, remplacée par la terreur vulgaire d'être prise. Elle imagine les visages, la comtesse de Provence et son sourire mielleux, le comte d'Artois et ses plaisanteries grasses, le roi et son regard vide, bienveillant mais vide, qui ne comprendrait pas. Qui ne comprendrait jamais qu'elle avait besoin de feu, pas juste de tiédeur. Les minutes passent. 1, 2, 10. Chaque seconde est un marteau qui frappe ses tempes. Pourquoi ne revient-il pas? A-t-il été vu? A-t-il dû fuir? Ou pire, a-t-il été arrêté? Non. Fersen est malin, il connaît le terrain. Soudain, un bruissement. Tout près, juste à l'entrée de la grotte. Axel? Appelle-t-elle dans un murmure. Pas de réponse. Une ombre s'allonge sur le sol de la grotte. Mais ce n'est pas la silhouette large et familière de Fersen. C'est une ombre plus petite, voûtée, hésitante. Marie se plaque contre la paroi rocheuse. Son cœur cogne si fort qu'elle a peur qu'il résonne dans la caverne. Elle retient son souffle jusqu'à la douleur. L'intrus fait un pas à l'intérieur. La lumière de la lune frappe un visage. Ce n'est pas un garde, ce n'est pas un courtisan, c'est un valet, un homme qu'elle a déjà vu, qui sert aux cuisines du petit Trianon. Il tient quelque chose dans sa main, un papier plié. Il regarde autour de lui, les yeux écarquillés, terrorisé. Il ne la voit pas encore, cachée dans le recoin le plus sombre. Que fait-il là? Cherche-t-il la reine? Ou est-il là pour un rendez-vous galant avec une soubrette, ignorant totalement qui se terre à 2 mètres de lui? Il murmure quelque chose. Monsieur le comte? Il cherche Fersen. Marie fronce les sourcils. Pourquoi un valet de cuisine chercherait-il Fersen en pleine nuit? Comment sait-il qu'il est ici? Le valet avance encore. Il est si près qu'elle pourrait le toucher. Monsieur le comte, j'ai le message. Marie prend une décision. Elle ne peut pas rester cachée comme une voleuse. Elle est la reine. Elle doit maîtriser la situation, quitte à terrifier ce pauvre diable. Elle sort de l'ombre. Qui vous envoie? Sa voix est glaciale, impériale. Le changement est instantané. La femme amoureuse a disparu, le masque de fer est retombé. Le valet pousse un cri étouffé, manque de tomber à la renverse. Il laisse échapper le papier qui vole vers le sol. Il se jette à genoux, le front contre la terre battue. Majesté, pardon, pitié, je ne savais pas, on m'a dit. Qui vous envoie? Répète-t-elle, implacable. Un homme encapuchonné, près des grilles. Il m'a donné une pièce d'or. Il a dit que le grand Suédois attendait ici, que c'était urgent. Un piège. La pensée traverse l'esprit de Marie comme un éclair. On savait que Fersen venait. On savait où il serait. Où est cet homme? Parti, Majesté. Disparu. Et le comte? Avez-vous vu le comte? Non, Majesté. Personne. Juste vous. Juste votre Majesté. Marie regarde le papier au sol. Une tache blanche sur la terre noire. C'est le poison. C'est la preuve. Ou c'est l'avertissement. Ramassez ça, ordonne-t-elle. Le valet, tremblant de tous ses membres, ramasse le billet et le lui tend sans oser lever les yeux. Elle le saisit. Le papier est de mauvaise qualité, rugueux. Il n'y a pas de sceau. Elle le déplie. La lumière est faible, mais suffisante pour lire les 3 mots griffonnés à la hâte, sans signature. Astérisque. On sait tout. Astérisque. Les lettres dansent devant ses yeux. Partez, dit-elle au valet. Oubliez que vous m'avez vu. Si vous parlez, si un seul mot sort de votre bouche, la Bastille sera votre tombeau. M'avez-vous compris? Oui, oui, Majesté. Je jure sur la tête de ma mère. Disparaissez. L'homme se relève et s'enfuit en courant, trébuchant, manquant de s'étaler, avant de disparaître dans la nuit. Marie reste seule avec le billet. On sait tout. Qui est on? Le roi? Le ministre de la police? La Polignac? Ou pire, un pamphlétaire qui va dès demain inonder Paris de cette nouvelle ordure? Et où est Fersen? A-t-il été intercepté? A-t-il vu le valet et compris le danger? S'est-il caché? Elle sort de la grotte. L'air semble plus froid. Le jardin, tout à l'heure complice et poétique, semble maintenant menaçant. Chaque arbre est une cachette, chaque ombre un espion. Elle doit rentrer. Tout de suite, elle doit rejoindre ses appartements, se glisser dans son lit, feindre le sommeil. Elle doit redevenir intouchable. Elle presse le pas vers le château. Elle ne se soucie plus du bruit. Sa robe de mousseline s'accroche aux ronces, elle tire dessus, déchire l'ourlet. Tant pis, elle arrive en vue du petit Trianon. Les fenêtres sont toujours sombres. Tout est calme, trop calme. Elle monte les marches du perron, ouvre la porte-fenêtre qu'elle avait laissée entr'ouverte. Elle se glisse à l'intérieur. La chaleur de la pièce l'enveloppe. L'odeur de la cire éteinte. Elle s'appuie contre la porte pour la refermer, le cœur battant à tout rompre dans sa gorge. Elle est en sécurité. Elle est rentrée.
C'est alors qu'elle sent une odeur. Ce n'est pas la cire. Ce n'est pas son parfum à la rose. C'est une odeur âcre, piquante. Une odeur de fumée fraîche. Quelqu'un a éteint une bougie ici. Récemment, depuis son départ. Elle se fige, le dos contre le verre froid de la fenêtre. Elle scrute l'obscurité du salon. Ses yeux s'habituent à la pénombre. Dans le fauteuil bergère, au fond de la pièce, face à elle, une silhouette est assise. Ce n'est pas Fersen. L'homme est plus petit, plus menu. Il a une jambe croisée sur l'autre avec une désinvolture terrifiante. Il tapote doucement l'accoudoir avec un objet métallique qui lui faiblement. « Vous avez déchiré votre robe, madame », dit une voix douce, courtoise et parfaitement familière. Marie sent ses jambes se dérober. Elle reconnaît cette voix, elle l'entend tous les jours. C'est une voix qui murmure à l'oreille du roi. C'est le baron de Breteuil. Le ministre de la maison du roi. Son ennemi juré, l'homme qui la déteste avec la patience d'un reptile. Il se lève lentement. Il tient un lorgnon dans sa main. Il s'avance vers la lumière de la lune qui inonde le parquet. Une promenade nocturne, sans garde? C'est imprudent, continue-t-il sur ce ton de conversation mondaine qui rend la menace encore plus violente. Monsieur de Breteuil, articule-t-elle difficilement. Que faites-vous dans mes appartements privés? Je veille, Majesté, je veille sur ce qui est précieux à la France. Il s'arrête à 3 pas d'elle. Il sourit, ce n'est pas un sourire. C'est une fracture sur son visage poudré. J'ai trouvé ceci sur le tapis, dit-il en sortant un objet de sa poche. Il tend la main. Dans sa paume repose un bouton d'uniforme militaire suédois. Argenté, gravé d'armoiries étrangères. Le bouton de Fersen. Il a dû le perdre tout à l'heure, en l'embrassant ou en se reculant. Marie fixe le petit disque de métal. C'est une condamnation à mort. Pas la sienne, non. On ne tue pas la reine. Mais on peut tuer son cœur. On peut l'exiler, l'humilier, lui retirer ses enfants, lui retirer ses amis. On peut faire de sa vie un enfer pavé d'or. C'est, commence-t-elle, cherchant un mensonge, n'importe lequel. Inutile, coupe Breteuil. Je sais à qui il appartient. Tout le monde sait. Il referme ses doigts sur le bouton. La question n'est pas de savoir à qui il est, madame. La question est de savoir ce que je vais en faire. Il fait un pas de plus. Il est maintenant dans son espace intime. Il sent la peur. Il s'en nourrit. Le roi dort mal en ce moment, dit-il. Il s'inquiète pour les finances. Il s'inquiète pour les alliances. Imaginez son chagrin s'il apprenait que l'alliance suédoise se négocie. Dans les grottes du Trianon. Marie redresse la tête. L'orgueil des Habsbourg, ce vieux sang qui a dirigé l'Europe pendant des siècles, se réveille en elle. Elle ne se laissera pas faire chanter par un bureaucrate. Sortez, je vais sortir, Majesté. Mais je garde ceci. Il tapote sa poche. Considérez cela comme une assurance. À partir de ce soir, madame, vous ne ferez plus un pas, vous ne nommerez plus un ami, vous ne dépenserez plus un écu sans que je le sache. Vous pensiez être libre ici? Au Trianon? Il rit doucement. Le Trianon est une cage, madame. Et je viens d'en prendre la clé. Il s'incline. Une révérence parfaite, ironique, insultante. Bonne nuit, Majesté. Essayez de dormir. Le teint brouillé ne sied pas aux portraits officiels. Il se dirige vers la porte du couloir. Il pose la main sur la poignée, puis s'arrête. Ah, j'oubliais, le comte de Fersen a reçu un ordre de mission urgent. Il part pour Valenciennes à l'aube. Je crains que vous ne le revoyiez pas avant l'hiver. Il ouvre la porte et sort, la laissant seule dans le silence fracassant de la pièce. Marie reste immobile. Valenciennes, c'est l'exil déguisé, c'est l'éloignement forcé. Breteuil a déjà frappé. Avant même de venir la voir, il avait déjà éloigné Fersen. Le bouton n'était qu'un trophée pour la faire souffrir. Elle tombe à genoux. La mousseline se froisse autour d'elle comme les pétales d'une fleur fanée. Elle ne pleure pas, pas encore. La douleur est trop vive, trop aiguë pour les larmes. C'est une brûlure froide. Elle regarde ses mains qu'il a tenues il y a moins d'une heure. Elle les serre jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Elle est seule. Plus seule qu'elle ne l'a jamais été. Fersen est parti. Ses ennemis sont dans sa chambre. Le piège s'est refermé. Mais alors qu'elle fixe le vide, un son lui parvient. Un grattement. Cela vient de la fenêtre. Elle tourne la tête. Sur la vitre, une main s'est posée. Une main large, une main familière. Fersen n'est pas parti. Il est là, dehors, collé contre le mur, les yeux fixés sur elle à travers le carreau. Il a tout vu, il a tout entendu, il sait que Breteuil est venu. Marie se relève, précipitamment, et court vers la fenêtre. Elle pose sa main contre la vitre, face à la sienne. Une épaisseur de verre les sépare. L'épaisseur d'un monde. Il a le visage décomposé par la rage et l'impuissance. Il lui fait signe, un signe bref, militaire. Astérisque attend, astérisque. Puis il pointe le doigt vers l'est, vers le soleil levant, vers l'avenir. Il sort quelque chose de sa veste. Pas un bouton, une lettre. Il la glisse sous le battant de la porte-fenêtre, puis, avec un dernier regard qui contient toute la promesse d'une tragédie à venir, il recule dans la nuit et disparaît pour de bon. Marie récupère la lettre. Elle tremble, elle ne l'ouvre pas tout de suite. Elle la serre contre son cœur. Elle sait que cette nuit n'est pas la fin. C'est le début d'une guerre silencieuse, souterraine, mortelle. Et elle vient de comprendre qu'elle ne pourra pas la gagner en restant innocente.
Pour survivre, la femme du Trianon va devoir mourir. Et la reine va devoir apprendre à mordre. Elle brise le cachet de cire. Le papier crie sous ses doigts. Les premiers mots la frappent comme une gifle, mais ce ne sont pas des mots d'amour. Ce sont des noms, une liste. Gabriel. Le nom est là, écrit à l'encre noire sur le papier froissé, juste sous la liste des ministres et des espions. Gabrielle de Polignac, la duchesse, l'amie, la confidente, celle à qui elle a donné des terres, des titres, des millions, et les clés de ses appartements privés. Celle qui tient la main de ses enfants. Marie fixe le papier. Elle ne crie pas, elle ne déchire rien, elle reste assise sur le bord de son lit, dans la chambre du Trianon que l'aube commence à peine à griser. La pluie a cessé, mais le jardin dégouline d'une eau sale. Le silence est revenu, mais il a changé de texture. Ce n'est plus le silence cotonneux de l'intimité, c'est le silence froid d'une salle d'audience avant le verdict. Elle replie le billet. Une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il soit minuscule, un carré de trahison pas plus grand qu'une mouche. Elle le glisse dans le corsage de sa chemise, contre sa peau, à l'endroit exact où son cœur bat un rythme irrégulier, maladif. Elle doit le garder là, comme un cilice, comme un rappel constant que chaque sourire qu'elle croisera aujourd'hui est potentiellement un poignard. Elle se lève. Ses jambes sont lourdes, comme si elle marchait dans de la vase. Elle va vers la sonnette. Elle tire le cordon de velours. Le monde doit recommencer à tourner. La mécanique de Versailles ne tolère aucun retard, aucune faiblesse. Si elle ne paraît pas, ils sauront qu'elle est blessée. Et une reine blessée est une proie. Des pas précipités dans le couloir. La porte s'ouvre. Campan, sa première femme de chambre, entre, le visage chiffonné de sommeil mais l'œil inquiet. « Majesté, vous êtes levée si tôt ?» Marie ne répond pas. Elle se tient droite devant la fenêtre fermée. « Préparez le carrosse, dit-elle d'une voix blanche. Nous retournons au château. Maintenant ?» Mais le petit déjeuner n'est pas servi, et monsieur le dauphin. Maintenant, Campan. Il n'y a pas de place pour la discussion. Campan s'incline et recule, sentant l'orage invisible qui émane de cette silhouette en mousseline froissée. Le retour est un calvaire muet. Le carrosse cahote sur les pavés humides de l'avenue de Paris. Marie regarde par la vitre les grilles dorées du château qui grandissent, qui se rapprochent, telles les mâchoires d'un piège scintillant. Elle voit les toits d'ardoise, les centaines de cheminées qui fument déjà. Là-dedans, des milliers de personnes se réveillent, s'habillent, s'observent et complotent. C'est une fourmilière vénéneuse, et elle doit en être la reine. Elle descend dans la cour de marbre. Les gardes présentent les armes. Le claquement des talons, le bruit sec des crosses sur le sol. Elle ne les voit pas. Elle monte le grand escalier. Les marches de marbre résonnent. Elle a froid, malgré la lourdeur de l'air. Elle entre dans ses grands appartements. Tout est prêt. Les chaises sont alignées. Les rideaux sont tirés. La lumière est impitoyable. C'est l'heure du grand lever. La porte s'ouvre à deux battants. La foule entre. Un flot de soie, de brocart, de parfums capiteux qui tentent de masquer l'odeur des corps mal lavés. Les dames de la cour, les princesses du sang, les intendantes. Elles font la révérence. Une vague de têtes poudrées qui s'abaisse à l'unisson. Marie cherche un visage. Un seul. Elle la voit. Gabrielle de Polignac est au premier rang, comme toujours. Elle porte une robe bleu céleste, une couleur d'innocence. Elle sourit. C'est ce sourire paresseux, félin, qui a charmé Marie pendant des années. Ce sourire qui disait « Astérisque, nous sommes au-dessus d'eux, nous sommes intouchables. » Astérisque. Aujourd'hui, Marie voit les dents derrière les lèvres. Gabrielle s'avance. C'est son privilège. C'est elle qui doit passer la chemise à la reine. Marie sent une nausée monter du creux de son estomac. Elle est nue sous son peignoir de soie. Elle doit laisser cette femme approcher, la toucher, l'habiller. Gabrielle tend les mains pour recevoir le vêtement de dentelle des mains de la dame d'honneur. Elle s'approche. Elle est si près que Marie peut voir le grain de poudre sur ses joues, sentir son parfum à la violette. « Vous avez mauvaise mine, ma chérie » chuchote Gabrielle, assez bas pour que personne d'autre n'entende, avec une sollicitude qui semble parfaite. La nuit a été agitée au Trianon ? La question est innocente. Le ton ne l'est pas. Il y a une pointe d'ironie, une vibration subtile. Gabrielle sait-elle ? Travaille-t-elle avec Breteuil ? Ou a-t-elle simplement vendu des secrets pour payer ses dettes de jeu colossales ? Marie ne bronche pas. Elle laisse le peignoir glisser sur ses épaules. Elle est nue devant la cour, mais c'est le regard de Gabrielle qui la brûle le plus. « J'ai mal dormi » répond Marie, la voix neutre, métallique. « L'orage. Ah, l'orage » répète Gabrielle en ajustant la chemise sur la peau de la reine. Il fait des ravages, parfois. On dit qu'il a abattu un grand chêne sur la route de Valenciennes. Valenciennes. La destination de Fersen. Marie se fige. Ses yeux plantent dans ceux de Gabrielle. La duchesse continue de sourire, ses doigts agiles boutonnant le corsage, lissant l'étoffe sur la poitrine de la reine, juste au-dessus du billet caché. Elle sait que Fersen est parti. Elle sait où. C'est une déclaration de guerre murmurée entre deux boutonnières. Marie inspire. Elle repousse doucement les mains de son amie. Cela suffit, je peux terminer. Gabrielle recule d'un pas, feignant la surprise, mais ses yeux brillent d'une satisfaction cruelle. Elle a touché la cible. La cérémonie continue.
les gants, l'éventail, les bijoux. Marie est une poupée qu'on part pour l'hôtel. Elle sourit à droite, hoche la tête à gauche. Elle joue son rôle, mais à l'intérieur, tout n'est que ruine. Elle cherche des yeux le baron de Breteuil. Il n'est pas là, il n'a pas besoin d'être là. Il a ses lieutenants, Gabriel est son lieutenant. À midi, elle force le passage vers les appartements du roi. Elle a besoin de voir Louis. Pas le monarque, mais l'homme. Elle a besoin de vérifier s'il reste une once de vérité dans ce palais de miroirs. Il est dans son atelier, au dernier étage, sous les combles. Il fait chaud, une odeur de ferraille et de graisse règne ici. Louis est penché sur une serrure complexe, une lime à la main. Il porte un tablier de cuir taché. Il a l'air heureux, loin du monde, loin des déficits et des famines. Madame, fit-il en levant sa tête lourde, ses yeux myopes plissés. Il sourit. C'est un sourire d'enfant, doux et maladroit. Louis, commence-t-elle. Elle s'arrête. Que lui dire? Astérisque, votre ministre me fait chanter. Astérisque? Astérisque, ma meilleure amie est une espionne. Astérisque? Astérisque, l'homme que j'aime vient de partir pour ne pas être arrêté. Astérisque? Elle ne peut rien dire. Chaque vérité l'accuse. Elle s'approche de l'établi. Elle pose sa main manucurée, étincelante de bagues, sur le bois brut, à côté des outils graisseux. Est-ce que nous sommes en sécurité, Louis? Il fronce les sourcils, perplexe. Il pose sa lime. En sécurité? Mais bien sûr, les gardes suisses sont doublés. Et j'ai fait renforcer les verrous de vos appartements moi-même, regardez ce mécanisme. Il commence à expliquer le fonctionnement d'un pêne dormant à double tour. Il parle de ressorts, de goupilles, d'acier trempé. Il ne parle pas de politique. Il ne parle pas de la haine qui gronde dans Paris. Il pense que la sécurité est une affaire de métal. Il ne comprend pas que le danger est immatériel, qu'il est dans les mots, dans les regards, dans les silences. Marie l'écoute, le cœur serré. Il est seul aussi, il est seul dans sa forge imaginaire, pendant que le plancher brûle sous ses pieds. Elle a envie de le secouer, de crier. Mais à quoi bon? Il est trop bon, ou trop aveugle. C'est un beau travail, murmure-t-elle en le coupant doucement. Elle lui caresse la joue. Il rougit. Je suis fatigué, Louis. Reposez-vous, madame. Ne vous tourmentez pas. Breteuil m'a assuré que tout était calme. Le nom claque comme un fouet. Astérisque Breteuil m'a assuré. Astérisque. Le ministre a déjà verrouillé l'accès au roi. Il est le filtre. Tout ce que Louis voit, tout ce qu'il entend, passe par Breteuil. Marie retire sa main. Elle a froid soudainement, malgré la fournaise de l'atelier. Oui, dit-elle, tout est calme. Elle sort. Elle descend les escaliers dérobés en courant presque, manquant de trébucher. Elle étouffe. L'après-midi s'étire, interminable. Une procession de visages, de requêtes, de révérences. Elle marche dans la galerie des glaces. Le soleil frappe les miroirs, multipliant son image à l'infini. Elle voit 1000 reines, mais aucune femme. Les courtisans s'écartent sur son passage comme la mer Rouge, mais les murmures se referment derrière elle. Astérisque. Avez-vous vu ses yeux? Astérisque, astérisque, on dit que le Suédois a fui. Astérisque, astérisque, regardez, elle porte encore ses diamants, alors que le peuple n'a pas de pain. Astérisque, elle entend tout. Son ouïe est devenue surhumaine, aiguisée par la paranoïa. Au détour d'une colonne, une soutane rouge. Le cardinal de Rohan, il l'attend. Il fait les 100 pas, fébrile. Quand il la voit, son visage s'illumine d'une espérance pathétique. C'est un grand seigneur, un Rohan, mais il a la désespérance d'un chien battu qui cherche une caresse. Il veut être Premier ministre. Il veut la reconnaissance de la reine. Il est prêt à tout pour un regard. Il s'incline, trop bas, bloquant presque son chemin. Majesté, daignerez-vous enfin? Un mot, un seul. Marie s'arrête. Elle le regarde avec un mépris qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Il représente tout ce qu'elle déteste, la débauche hypocrite, l'ambition rampante. Elle ne sait pas encore qu'il est l'instrument de sa destruction. Laissez-moi passer, monsieur le cardinal. Elle ne le regarde même pas dans les yeux. Elle contourne l'obstacle rouge. Elle l'ignore. C'est la pire des insultes. Derrière elle, Rohan reste pétrifié. Mais Marie ne voit pas l'ombre qui s'approche de lui dès qu'elle a le dos tourné. Une femme, pas Polignac, une autre, une silhouette obscure, coiffée d'une mantille, qui glisse un mot à l'oreille du cardinal dévasté. Une fausse promesse, un espoir empoisonné. Le soir tombe. C'est l'heure du jeu. Le salon de la paix est transformé en tripot de luxe. Les lustres ruissellent de lumière. La chaleur est suffocante. L'odeur de la cire se mêle à celle de la poudre de riz et de la transpiration contenue. Marie s'assoit à la table de Pharaon. C'est sa drogue. Quand les cartes tournent, elle ne pense plus. Le hasard est le seul dieu qui ne juge pas. Elle mise gros. Des piles de louis d'or s'effondrent et se reconstruisent devant elle. Elle gagne, elle perd, elle ne compte pas. Ses mains tremblent légèrement quand elle abat les cartes. En face d'elle, Gabriel de Polignac joue aussi. Elle rit, gorge déployée, en ramassant une mise énorme. Elle croise le regard de Marie par-dessus l'éventail de cartes. La chance tourne, majesté, lance-t-elle. Il faut savoir quand se retirer. Double sens. Toujours le double sens. Soudain, le brouhaha s'apaise légèrement près de l'entrée. Le baron de Breteuil est là.
Il ne joue pas, il reste debout, les mains derrière le dos, observant la scène avec la satisfaction d'un propriétaire inspectant son cheptel. Il ne regarde pas la reine. Il regarde Gabriel, un signe imperceptible. Un battement de paupières. Gabriel hoche la tête, presque invisiblement. Marie a vu. Le monde ralentit. Les sons deviennent sourds, comme si elle était sous l'eau. La connexion est claire. Le lien est établi. Gabrielle n'est pas seulement une traître par opportunisme. Elle est astérisque en mission astérisque. Marie veut se lever, renverser la table, crier à la face du monde que ces gens sont des monstres. Mais elle est paralysée. Ses doigts sont crispés sur une carte. La dame de pique. Un valet s'approche de sa chaise. Il porte un plateau d'argent. Il n'y a pas de verre, juste une petite enveloppe pliée. Encore une, pour votre majesté, murmure-t-il. Urgent. Le cœur de Marie bondit. Fersen a-t-il fait demi-tour? Elle saisit l'enveloppe. Elle l'ouvre sous la table, cachée par les plis de sa robe. Ce n'est pas l'écriture de Fersen. C'est une écriture commerciale, soignée, ronde. Astérisque. Madame, nous avons bien reçu confirmation de votre intermédiaire. Le collier est à vous. La première traite est due. Nous attendons vos instructions pour la livraison discrète. Bummer et Bassange, joaillier de la couronne. Astérisque. Marie relit les mots, incrédule. Le collier? Ce monstre de diamant qu'elle a refusé 2 fois? Ce bijou vulgaire, trop cher pour un royaume en faillite? Elle n'a rien commandé, elle n'a envoyé aucun intermédiaire. Elle lève la tête, cherchant une explication, un visage. Elle voit un homme, à l'écart, près d'une tenture. Charles Bummer, le joaillier. Il la fixe avec une anxiété avide. Quand il croise son regard, il s'incline profondément, avec une complicité qui la terrifie. Il croit qu'ils ont un secret. Elle veut lui faire signe que non, qu'il se trompe. Mais à cet instant, Gabrielle de Polignac se penche vers elle, posant sa main tiède sur son bras. Vous êtes pâle, Marie. Vous devriez sortir prendre l'air. On dit que la nuit est propice aux transactions secrètes. Marie retire son bras comme si elle avait été brûlée. Elle comprend. Ce n'est pas seulement l'exil de Fersen. C'est plus grand. Ils construisent une toile autour d'elle, fil par fil. Ils utilisent son nom. Ils signent à sa place. Ils achètent des dettes colossales en son nom. Elle se lève brusquement. Sa chaise racle le parquet dans un bruit strident qui fait taire tout le salon. Le jeu est fini, lance-t-elle. Les courtisans se figent, les cartes en l'air. Elle traverse la foule, la tête haute, le souffle court. Elle doit fuir ce salon. Elle doit réfléchir. Elle sort dans la galerie, déserte à cette heure. Elle marche vite, ses talons claquant comme des coups de feu. Majesté, la voix résonne derrière elle. Elle se retourne. C'est Breteuil. Il a suivi. Il n'est pas essoufflé. Il marche tranquillement vers elle. Une lettre de vos joailliers, je présume? Demande-t-il doucement. C'est un faux, siffletait-elle. Je n'ai rien acheté. Je vais faire arrêter Bummer pour insolence. Oh, je ne ferai pas cela, dit Breteuil en arrivant à sa hauteur. Si vous l'arrêtez, il parlera. Il montrera les lettres signées de votre main. Je n'ai rien signé. Vraiment? Les signatures sont pourtant parfaites. Il sourit, ce sourire froid qui ne monte jamais aux yeux. Voyez-vous, madame, la vérité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que Paris croira. Et Paris croit que vous dépensez l'argent qu'ils n'ont pas pour vous couvrir de pierres. Paris croit que vous avez des amants. Paris croit que vous méprisez la France. Il s'approche encore, envahissant son espace, l'obligeant à reculer jusqu'à toucher la vitre froide d'une fenêtre donnant sur la nuit noire. Si ce scandale éclate, le roi ne pourra pas vous protéger. Le peuple demandera du sang. Que voulez-vous? Murmure-t-elle, acculée. Je veux de l'ordre, majesté. Je veux que l'influence autrichienne cesse. Je veux que vous soyez docile. Il tend la main, comme pour arranger un pli de sa robe, un geste d'une familiarité choquante. Fersen est loin, Polignac est à moi, le roi est dans ses serrures. Vous n'avez plus personne. Marie sent les larmes monter, brûlantes, acides. Non, elle ne pleurera pas devant lui. Elle lève le menton. J'ai encore ma couronne. Breteuil éclate de rire. Un rire sec, bref. Une couronne ne tient que tant qu'il y a une tête pour la porter. Il recule d'un pas, satisfait. Allez dormir, madame. Demain est un grand jour. Le cardinal de Rohan a prévu une surprise dans les jardins. Je crois que vous devriez être là. Pour éviter le pire. Il tourne les talons et s'éloigne, ses pas s'évanouissant dans l'immensité de la galerie. Marie reste seule. Dehors, le vent se lève à nouveau. Une surprise dans les jardins. Rohan, le collier, les fausses signatures. Tout se connecte dans une vertigineuse spirale. Il l'attire dehors. Il prépare une mise en scène. Elle regarde son reflet dans la vitre sombre. Elle a l'air d'un fantôme. Mais au fond de ses yeux, quelque chose a changé. La peur est toujours là, mais elle s'est cristallisée en quelque chose de plus dur. De plus coupant. Si elle doit tomber, elle ne tombera pas seule. Elle porte la main à son cou, là où le pouls bat la chamade. Elle sent sous ses doigts la chaîne d'or d'un médaillon caché sous sa robe. Elle l'ouvre, une mèche de cheveux blonds. Fersen, reviens, murmure-t-elle au vide. Reviens et brûle tout. Mais le silence seul lui répond. Et dans l'ombre du couloir adjacent, une silhouette qu'elle n'avait pas vue se détache du mur. Une femme, vêtue comme une servante, mais avec le port de tête d'une aristocrate déchue. Jeanne de la Motte Valois.
Elle tient dans sa main une lettre qu'elle vient de subtiliser dans la poche du cardinal. Elle regarde la reine de loin avec un sourire de prédatrice qui vient de repérer une biche blessée. La vraie pièce maîtresse du complot vient d'entrer en scène. Et Marie-Antoinette ne sait même pas qu'elle existe. La nuit avale Versailles. Le piège est armé. La nuit ne fait que commencer. Et dans l'ombre des couloirs de Versailles, les couteaux s'aiguisent. Le lendemain n'est pas un jour nouveau. C'est une suite grise, une extension malade de la nuit qui refuse de finir. Le soleil se lève sur Versailles, mais il ne chauffe pas. Il éclaire impitoyablement la poussière sur les consoles dorées, les cernes sous les yeux, la lassitude des tentures. Marie ne sort pas de ses appartements. Elle prétexte une migraine. Ce n'est pas un mensonge. Sa tête est un étau. Chaque battement de cœur résonne dans ses tempes comme un pas lourd sur un plancher vide. Elle reste assise devant sa coiffeuse, mais elle ne regarde pas le miroir. Elle a peur d'y voir une étrangère. Ou pire, de ne plus rien y voir du tout. On gratte à la porte. Elle tressaille. Autrefois, ce bruit annonçait une distraction, une robe, une amie. Aujourd'hui, c'est une menace. Campan entre. Elle porte un plateau avec du chocolat. Ses mains tremblent à peine, mais Marie le voit. La tasse cliquette contre la soucoupe. Un son minuscule, insupportable. On demande si Sa Majesté recevra pour l'audience de midi, murmure la femme de chambre sans lever les yeux. Qui demande? Tout le monde, Majesté. L'antichambre est pleine. Marie se tourne vers la porte close. Elle les imagine. Ils sont là, de l'autre côté du bois verni. Les courtisans, les solliciteurs, les hyènes en soie. Ils attendent. Ils ne viennent pas pour la saluer. Ils viennent pour vérifier. Ils viennent voir si la bête saigne. Dites-leur que je ne viendrai pas. Mais Monsieur de Breteuil insiste. Il dit que l'absence alimente la rumeur. Breteuil. Le nom agit comme un sel sur une plaie à vif. Il dirige son emploi du temps maintenant. Il la force à se montrer pour mieux l'exposer. Elle se lève. Elle n'a pas le choix. Si elle se cache, elle avoue. La toilette est rapide, brutale. Pas de rire, pas de commérage. Les dames d'Atour sont silencieuses. Elles échangent des regards en biais quand elles pensent que la reine ne les voit pas. Elles savent quelque chose. L'air est saturé d'un secret qui lui échappe, une vapeur toxique que tout le monde respire sauf elle. Quand elle pénètre enfin dans le grand salon, le bruit de fond s'arrête net. C'est une coupe franche, comme si on avait tranché la gorge de la conversation. Elle avance. Elle force un sourire qui lui tire la peau. Elle hoche la tête. Mais les révérences sont différentes aujourd'hui. Elles sont plus lentes, plus appuyées. Il y a une lourdeur dans les genoux qui plient. Les yeux ne se baissent plus avec respect. Il la scrute. Il fixe son cou. Pourquoi regarde-t-il tout son cou? Elle porte un simple ruban de velours noir. Elle n'a pas mis de diamant. Pas après la lettre de Bummer. Pourtant, dans leurs yeux, elle voit le reflet de pierres qu'elle ne porte pas. Des pierres invisibles, pesantes, qui l'étranglent. Au fond de la salle, le cardinal de Rohan est là. Il ne rase plus les murs. Il ne cherche plus l'attention avec désespoir. Il rayonne. Il est habillé avec une magnificence outrancière. Il tient une rose rouge à la main, qu'il porte à ses lèvres en la regardant fixement. Il lui sourit. Ce n'est pas le sourire obséquieux de la veille. C'est un sourire d'amant, un sourire de complicité intime, obscène, partagé devant 500 personnes. Il a l'air d'un homme qui vient de recevoir une promesse au clair de lune. Il a l'air d'un homme qui possède un secret sur la reine. Marie sent le sol se dérober. Pourquoi la regarde-t-il ainsi? Elle ne lui a pas adressé la parole depuis 10 ans. Elle l'a évité hier. Il s'incline, mais cette fois, il ne bloque pas son passage. Il s'écarte avec une galanterie exagérée, comme s'il lui laissait la place dans un lit, pas dans un salon. À ce soir, murmure-t-il peut-être, ou est-ce son imagination qui invente les mots sur le mouvement de ses lèvres? Elle accélère. Elle fuit presque. Elle traverse la galerie, le cœur battant à rompre. Elle doit sortir. Elle doit respirer. Elle atteint la terrasse. Le vent est tombé. L'air est immobile, étouffant. Les nuages sont bas, gris plomb. Elle cherche un point d'ancrage. Fersen, où est-il? Est-il arrivé à Valenciennes? Pense-t-il à elle? Mais l'image de Fersen se brouille. Elle est remplacée par celle de Breteuil, de Polignac, de Rohan. Ils se superposent, ils fusionnent. Ils forment un mur. Elle descend vers l'orangerie. Elle a besoin de marcher, de sentir ses muscles travailler pour prouver qu'elle est vivante. C'est là, au détour d'une allée de buis, qu'elle l'aperçoit. Jeanne de la Motte-Valois. La femme de l'ombre. Elle n'est pas en servante cette fois. Elle porte une robe de ville, bourgeoise mais de bonne coupe. Elle discute avec un garde suisse. Elle rit, elle a une assurance incroyable. Quand elle voit la reine approcher, elle ne s'enfuit pas. Elle ne se prosterne pas. Elle s'arrête de rire. Elle tourne lentement la tête. Elle observe Marie-Antoinette. De haut en bas, comme on évalue une marchandise. Comme on juge une rivale. Il y a dans son regard une arrogance terrifiante. C'est le regard de quelqu'un qui tient les ficelles. Marie s'arrête. Elle est la reine. Elle devrait ordonner qu'on chasse cette insolente. Mais sa voix reste coincée dans sa gorge. Elle sent une connexion monstrueuse. Cette femme sait. Elle sait pour le billet. Elle sait pour Fersen. Elle sait pour le cardinal. Jeanne esquisse une petite révérence, une parodie de respect, un mouvement sec et ironique.
Puis elle tourne les talons et s'éloigne tranquillement, sans se presser, emportant avec elle l'oxygène de l'allée. Marie reste plantée là, au milieu des statues de pierre qui semblent plus vivantes qu'elle. La nuit tombe vite. Trop vite. Elle retourne au Trianon. Elle ne peut plus supporter le château. Elle préfère les fantômes du Trianon au regard du château. Elle renvoie tout le monde. Même Campan, elle veut être seule. C'est une erreur, elle le sait. La solitude est ce que ses ennemis attendent. Mais elle ne peut plus jouer la comédie. Elle s'enferme dans le petit salon bleu. Elle n'allume pas de bougie. La clarté de la lune suffit. Une lune voilée, maladive. Elle s'approche de la fenêtre qui donne sur le temple de l'amour. C'est là que ça se passe. Elle voit une ombre. Là-bas, près du kiosque à musique. Une silhouette blanche. Marie plisse les yeux. Elle colle son front contre la vitre froide. La silhouette bouge. C'est une femme. Elle porte une robe de Gaulle. Une robe de mousseline blanche. Comme celle que Marie portait hier. Comme celle qu'elle seule a le droit de porter ici. La femme marche avec une lenteur étudiée. Elle a la même taille que Marie. La même chevelure blonde cendrée, lâchée sur les épaules. La même démarche, ce glissement aérien que Marie a mis des années à perfectionner. C'est son reflet. Mais Marie est ici, derrière la vitre. Qui est là-bas? Une autre ombre rejoint la femme en blanc. Une silhouette masculine, une soutane rouge qui paraît noire dans la nuit. Le cardinal. Il s'approche de la femme en blanc. Il s'agenouille, il embrasse l'ourlet de sa robe. La femme lui tend la main. Il la saisit, la couvre de baisers. Il lui tend quelque chose. Un écrin? Une lettre? Marie recule. Elle porte la main à sa bouche pour étouffer un cri. Ce n'est pas elle. Elle n'est pas là-bas. Mais pour le cardinal, c'est elle. Pour le garde qui observe peut-être caché dans les buissons, c'est elle. Pour l'histoire qui s'écrit à cet instant précis, c'est elle. On est en train de lui voler son visage. On lui vole ses gestes. On lui vole sa voix. La femme en blanc remet une rose au cardinal. Le même geste que Marie ferait. La même grâce. C'est une copie parfaite. Une poupée vivante animée par des fils invisibles que tiennent Breteuil et cette Jeanne de la Motte. Marie comprend soudain la terreur absolue de sa situation. Ce n'est pas une intrigue politique. C'est un effacement. Si cette femme peut être la reine la nuit, alors Marie n'est plus rien le jour. La scène, dehors, continue. Le faux couple s'éloigne vers l'ombre des bosquets, complice, coupable. Marie est témoin de son propre crime. Un crime qu'elle ne commet pas. Elle veut briser la vitre. Elle veut hurler astérisque, imposture, astérisque. Mais qui la croirait? Elle est connue pour ses promenades nocturnes. Elle est connue pour ses robes de mousseline. Elle est connue pour son amour du Trianon. Tout ce qu'elle a fait par liberté est maintenant utilisé pour construire sa prison. Elle se détourne de la fenêtre. Elle ne peut plus regarder. Elle court vers la porte du salon pour la verrouiller à double tour. Ses doigts glissent sur le métal froid. Elle tourne la clé, une fois, deux fois. Le clic du verrou résonne dans la pièce vide. Elle recule jusqu'au centre de la pièce. Elle tourne sur elle-même. Les murs semblent se rapprocher. Les portraits au mur la fixent. Elle est enfermée. Dehors, son double vit sa vie, signe des dettes, promet des faveurs, couche peut-être avec des hommes d'église. Dehors, la légende noire se construit minute par minute. Et ici, à l'intérieur, la vraie Marie-Antoinette n'est plus qu'une spectatrice muette de sa propre chute. Elle regarde la porte verrouillée. Elle réalise avec une lucidité glaçante que ce verrou ne la protège pas du danger extérieur. Il l'enferme avec lui, car le danger n'est plus dans le jardin. Le danger est entré, il est dans le silence, il est dans l'absence de faire scène, il est dans la certitude que demain, quand le soleil se lèvera, le monde aura changé d'axe. La porte est fermée, mais il est déjà trop tard. Quelque part dans le château, une horloge sonne minuit. 12 coups, comme 12 clous qu'on enfonce. L'irréversible est là. Elle est seule dans la chambre, mais elle n'est plus seule dans son corps. L'autre a pris le contrôle. Le verrou tourne. Un bruit métallique, sec, unique. C'est le seul son dans l'aube naissante. Marie pousse la porte du salon bleu. L'air du matin entre, froid et humide. Il n'a pas l'odeur de la purification. Il a l'odeur de la terre mouillée et des choses qui pourrissent lentement sous les feuilles. Elle sort sur le perron. Le jardin est vide. Le temple de l'amour est désert. Il n'y a plus de silhouette blanche, plus de cardinal en soutane, plus de rires étouffés. La scène de théâtre est terminée. Les acteurs sont partis, laissant derrière eux une vérité invisible et indélébile. Cette nuit, quelque chose a été pris qui ne sera jamais rendu. Elle descend les marches. Elle ne court pas, elle ne fuit plus, elle marche avec la lourdeur de celle qui sait que la destination n'a plus d'importance. Ses souliers de satin s'enfoncent dans la boue des allées, mais elle ne regarde pas ses pieds. Elle regarde l'horizon, là où le ciel pèse sur les toits de Versailles comme une plaque de plomb. Le retour au château n'est pas un retour chez soi. C'est une entrée en détention. Les jours suivants s'enchaînent, identiques, polis comme des galets. Le scandale n'éclate pas tout de suite. C'est le pire. Le poison est lent, il s'infiltre. Le cardinal de Rohan continue de parader, persuadé d'être l'élu du cœur royal. Il lui lance des regards de connivence par-dessus la foule lors de la messe du dimanche. Des regards qui la salissent plus sûrement que des insultes. Elle ne baisse pas les yeux. Elle regarde à travers lui. Elle regarde le vide. Le baron de Breteuil ne vient plus la menacer.
Il n'en a plus besoin. Il se contente de saluer, de loin, avec une courtoisie glaciale. Il a gagné, il a verrouillé la cage. Il sait qu'elle sait. Ce silence entre eux est un pacte de non-agression fondé sur la défaite absolue de l'une des parties. Elle reprend sa place dans la mécanique. Elle se laisse habiller, elle se laisse coiffer. On poudre ses cheveux jusqu'à ce qu'ils soient blancs comme la craie, blancs comme la peur, blancs comme la robe de l'imposture dans le jardin. Elle devient une icône, une image pieuse et figée. Gabrielle de Polignac est toujours là. Elle rit moins, elle occupe l'espace avec une sorte de nervosité prédatrice. Parfois, elle tente de prendre la main de la reine, un geste ancien, un réflexe d'amitié morte. Marie ne retire pas sa main. Elle la laisse inerte, froide, un objet de chair que l'autre finit par lâcher, mal à l'aise. Il n'y a pas de reproche. Les reproches exigeraient de l'espoir. Il n'y a que cette distance infranchissable, cet océan qui s'est creusé entre deux chaises d'un même salon. Un après-midi, elle trouve le roi dans son cabinet. Il est debout devant une fenêtre, le dos voûté. Il tient une lettre, pas une lettre d'amour, ni de menace. Un rapport financier. Les dettes s'accumulent, dit-il sans se retourner, comme s'il parlait à la pluie qui frappe la vitre. Les joailliers s'impatientent. Il parle de promesses signées. Il se tourne vers elle. Son visage est bon, mou, inquiet. Il attend qu'elle nie. Il attend qu'elle s'indigne, qu'elle tape du pied, qu'elle soit l'Autrichienne capricieuse qu'il a appris à tolérer et à aimer. Marie reste immobile. Elle pourrait crier la vérité. Elle pourrait dire « Astérisque, ce n'est pas moi. C'est une ombre, c'est un complot. » Astérisque, mais elle voit dans les yeux de Louis une fatigue immense. Si elle parle, elle doit briser son monde. Elle doit lui dire que ses ministres le trahissent, que sa cour est un cloaque, que sa femme est haïe au point qu'on lui vole son visage. Alors elle se tait. « Je vais arranger cela, dit-elle simplement. Ce mensonge est le dernier clou. » Elle prend sur elle la faute qui n'est pas la sienne. Elle accepte d'être celle qui dépense, celle qui ruine, parce que c'est le seul rôle qu'il lui laisse jouer. Louis soupire, soulagé de ne pas avoir à comprendre. Il retourne à ses papiers. Il ne voit pas qu'elle vient de s'éteindre pour de bon. L'hiver arrive tôt cette année-là. Le vent du nord balaie les feuilles mortes des jardins du Trianon. Les statues sont couvertes de paille pour les protéger du gel. On dirait des cadavres emmaillotés. Marie ne va plus au Trianon pour rire. Elle y va pour s'asseoir. Elle s'assoit dans la grotte, sur le banc de mousse où Fersen l'a embrassée. C'était il y a des siècles. C'était dans une autre vie. Elle ne reçoit aucune lettre de Valenciennes. Peut-être en a-t-il écrit. Peut-être Breteuil les a-t-il brûlés, riant de chaque mot de tendresse transformé en cendres. Ou peut-être n'a-t-il rien écrit. Peut-être a-t-il compris que l'amour d'une reine est une maladie mortelle dont il faut guérir pour survivre. Cette pensée ne la fait pas pleurer. La douleur est devenue une compagne silencieuse, une seconde peau sous la soie. Elle a froid, tout le temps. Même près des cheminées rugissantes de Versailles, le froid est en elle. C'est le froid de la solitude au milieu de la multitude. Elle regarde ses mains. Elles sont encore jeunes, lisses, couvertes de bagues. Mais elle a l'impression de voir les mains d'une vieille femme. Des mains qui ne peuvent plus rien retenir. Un soir, lors d'un grand bal, elle traverse la salle. La musique est forte, les violons grincent. Les courtisans s'écartent. Elle sent le souffle de la rumeur sur sa nuque. Il parle du collier, il parle des sommes folles. Il parle des amants supposés. Le nom de Fersen flotte parfois, mêlé à celui de Rohan, dans une bouillie infâme. Elle avance, droite, le menton levé. Elle porte l'armure du protocole. Elle sourit à droite, elle sourit à gauche. C'est un sourire mécanique, terrifiant de perfection. Elle arrive devant un grand miroir. Elle s'arrête. La foule derrière elle continue de tourbillonner, mais dans la glace, elle est seule. Elle regarde cette femme couronnée de diamants, cette étrangère aux yeux secs. Elle cherche la jeune fille qui courait dans les jardins, celle qui croyait pouvoir être aimée pour elle-même. Elle n'est plus là, il ne reste que la reine. Une coque vide, magnifique et condamnée, qui attend l'orage final sans trembler, parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur qui puisse être brisé. Elle détourne le regard de son reflet, ajuste son éventail, et retourne vers les loups. La musique continue, joyeuse et insupportable, couvrant le bruit de l'histoire qui affûte sa lame.